Donc voilà, je pense que c'est une partie de l'émission où il y aura quelques petites parenthèses, voire quelques petites moyennes, voire grandes parenthèses parce que, ça va nous permettre de traiter, pas mal de choses et entre autres de revenir sur les raisons, de la victoire de Donald Trump, la défaite de Kamala Harris, aussi. Du coup, c'est un sujet que, je vais, explorer, évidemment dans les mois qui arrivent. Mais pourquoi ne veux pas l'explorer à fond actuellement? C'est parce que l'histoire nous a démontré que les données que tout le monde utilise actuellement pour justement essayer de tirer des conclusions. Alors, lorsqu'on vous dit oui, mais c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Bon, déjà, c'est souvent des réponses multifactorielles, mais au-delà de ça, les données qui sont utilisées actuellement, qui sont des sondages sortis des urnes, sont toujours à prendre pour des raisons de taille d'échantillon, pour des raisons de méthodologie, à prendre avec des pincettes. Il y a un institut de recherche aux États-Unis dont je vous conseille le site qui est Pew Research, qui fait justement ce genre d'enquête au long terme. Là, je vais vous montrer la une d'un papier, certes, qui date de 2014, mais qui explique toutes les difficultés de devoir travailler sur ce sujet-là, en expliquant que, par exemple, il y a deux styles d'enquête qui sont faits dans les motivations des électeurs américains à voter pour tel ou tel candidat ou à ne pas voter pour tel ou tel candidat. Il y a ces fameux sondages sortis des urnes mais dont les échantillons sont extrêmement limités, même si je sais que celui de AP a augmenté en nombre, mais qui est extrêmement limité et qui va varier à mesure que les résultats arrivent dans la nuit. Donc, et après cette énorme enquête qui est faite par le bureau du renseignement, le census, le bureau du recensement aux États-Unis, et vous voyez qu'il il y a des différences de résultats. Donc on va attendre que les premières données arrivent de manière sérieuse pour se plonger dans ça, mais vous allez voir que c'est un sujet qu'on va également aborder aujourd'hui. Et donc voilà, c'est une série d'émissions qu'on fera à un moment ou à un autre. Je vous le promets parce que c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant de comprendre pourquoi les Américains ont rejeté Kamala Harris, même si elle a augmenté le nombre de voix dans certains États. Je sais que c'est passé complètement à la trappe, mais dans la plupart des États clés, elle a fait mieux. Hein, en Géorgie, par exemple, elle a fait mieux que Joe Biden, mais ça n'a pas été suffisant. Donc on reviendra sur tout ça. Mais là, je veux vraiment qu'on retourne pour comprendre les enjeux de la période que l'on va débuter. On est quasiment à 2 mois, on est le 16 novembre. Donald Trump a prêté serment le 20 janvier. Il faut comprendre le contexte de tout ce que je vais vous raconter et comment ce contexte permet de voir les erreurs faites par les démocrates, pas en 2024, hein, mais en 2020, voire certaines en 2016. La période que nous allons vivre actuellement est une période qui est extrêmement particulière. C'est ce qu'on appelle le lame duck et souvent dans l'esprit et dans les faits. Dans l'esprit, c'est une période où il ne peut pas se passer grand-chose, où le président des États-Unis est là pour juste attendre. Il attend de ne plus être au pouvoir, de faciliter cette transition entre son administration et la prochaine administration. Les élus de la Chambre des représentants, les élus du Sénat attendent que la nouvelle Chambre, le nouveau Congrès soit mis en place le 3 janvier. Et donc, entre-temps, il ne se passe pas grand-chose. Ce concept-là du lame duck, parce que on arrive à un moment qui s'annonce catastrophique pour les États-Unis, doit être
changer, doit être renversée. C'est le moment pour Joe Biden, mais aussi pour les démocrates du Sénat, de dire, mais en fait, pendant ces 2 mois, nous avons encore le pouvoir. Nous avons encore le pouvoir. Évidemment, on ne va pas revenir sur le vote, mais on va utiliser ce pouvoir pour préserver ce qui est préservable. Et vous allez voir, la bonne nouvelle, c'est que ça existe. Et surtout, on va tenter de protéger certaines personnes. On va tenter de protéger les droits de centaines de milliers d'Américains. Et au-delà de ça, on va tenter de faire ce qui est encore possible pour non seulement l'OTAN, l'Ukraine, mais également tous ces projets qui ont été passés par l'administration Biden et que Trump va tenter d'annuler un par un. Et donc, c'est le sens de cette période-là. Alors évidemment, la première chose, elle est du niveau symbolique. On a vu, elle est du niveau symbolique, je vais vous en parler, même si malheureusement je ne suis pas convaincu que Joe Biden ira dans cette décision-là, dans ce chemin-là, et confirmant son erreur de jugement de 2020, confirmant, je vais y venir, l'erreur des démocrates en 2016. Et donc, la première notion symbolique, c'est d'accepter la victoire de Donald Trump sans normaliser Donald Trump. Donald Trump a été élu dans le cadre d'un processus démocratique. Les électeurs américains, jusqu'à preuve du contraire, les électeurs américains ont voté pour lui plus que ce qu'ils ont voté pour Kamala Harris. En fin de course, il va avoir un petit peu moins de 2% d'avance sur Kamala Harris. Et donc, ça, c'est le processus démocratique. Il faut donc céder le pouvoir à Donald Trump. C'est tout à fait normal. Mais symboliquement, c'est aussi l'occasion pour Joe Biden, qui est donc à la présidence, de ne pas normaliser Donald Trump. Symboliquement, c'est le moment de dire, pendant des mois, on vous a expliqué que Donald Trump était le candidat qui mettrait fin à la Constitution, que Donald Trump était le candidat qui avait une liste d'ennemis, que Donald Trump était le candidat qui déclarait vouloir être un dictateur pour une journée. Sa victoire est légitime, mais sa candidature n'est pas normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme Donald Trump l'a fait en 2020, et comme Biden ne le fera pas, c'est par exemple résister en refusant d'être là pour la cérémonie de passation de pouvoir du 20 janvier prochain. Non seulement Donald Trump n'a pas été là le 20 janvier, mais en fait, le 20 janvier 2021, c'est le lancement, ce qu'on appelle un soft launch, c'est le lancement de sa campagne. Hein, c'est son départ en hélicoptère, son arrivée ensuite à Mar-a-Lago, et en expliquant qu'il n'avait pas perdu l'élection, que quelque part, symboliquement, n'étant pas là, il ne reconnaissait pas l'autorité qui était en place. Ça a été le discours des républicains immédiatement qui ont choisi le terme de régime Trump, de régime Biden, pas de l'administration Biden, mais de régime Biden. Le régime voulait dire que c'était comme s'il y avait eu présenté du côté Trump
et de la propagande Trump un coup d'État et que donc c'était un régime illégitime qui occupait le pouvoir contre la décision populaire. Et donc tout le monde s'est dit: «Non mais c'est terrible, Trump qui n'est pas là, ça ne va pas être bon, pour lui». Bah, c'est le contraire ce qui s'est passé. En fait, ça a été, très bon pour lui. C'est le lancement de sa, campagne, d'expliquer que, il va, revenir, que lui représente la légitimité et que donc symboliquement, il n'est pas resté assis, pendant que, Biden prêtait serment. Et Joe Biden et Kamala Harris devraient faire exactement la même chose, d'être en accord avec les thèmes de leur campagne. Hein, ils ne s'opposent pas à la passation de pouvoir, mais cette passation de pouvoir a lieu, mais leur absence ne normalise pas ce moment. Le 20 janvier, ils seront à Washington, j'en suis persuadé, et vont donner à Donald Trump, comme lorsque Joe Biden le reçoit, ce sentiment que Donald Trump est un candidat comme les autres. L'opposition, la résistance démarre à ce niveau-là. Le narratif démarre à ce niveau-là. Ne pas être présent le 20 janvier, c'est de signaler aux Américains qu'il y a un problème avec la présidence Trump. C'est signaler aux Américains qu'il faut avoir une vigilance encore plus forte par rapport à ce qui s'est passé, que les accusations qui ont été portées contre lui pendant la campagne sont sérieuses, qu'on considère que la démocratie américaine, que la Constitution américaine est en danger. C'est tellement important, ce choix symbolique, que le camp d'en face, le camp de Trump, lui, l'a compris. Ils l'ont compris en 2021, mais ils l'ont compris aussi en 2024. Je vais vous montrer une intervention de Alina Abba. On peut critiquer, on a été les premiers à le faire, on s'en est pas, on ne s'est pas, on ne s'est pas gêné à le faire, critiquer Alina Abba. Mais Alina Abba, comme d'autres autour de Trump, ont compris l'importance de cette campagne permanente, de ce messaging permanent. Et donc, des discours que l'on entend ces dernières semaines, le fait que la victoire de Trump est un raz-de-marée, ce qui n'est pas, qu'est un mandat, oui, limité, et que du coup, il faut donner cette légitimité à Donald Trump. On sait combien c'est important. On vient de passer à travers ça du côté des républicains. Et donc, vous avez Alina Abba, qui n'a peur de rien, qui va donc expliquer que il faut que les démocrates se positionnent derrière Donald Trump, comme soi-disant, hein, on oublie évidemment la période 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, comme soi-disant, tout le monde l'a déjà fait. Tout le monde le fait de manière systématique. Elle va expliquer comment, par exemple, les républicains se sont rangés derrière la victoire de Barack Obama, ce qui fait assez sourire lorsque vous avez suivi, comme on l'a suivi ici, Fox pendant ces années-là. Mais en tout cas, voilà, elle a ce discours-là parce qu'on sait du côté de Donald Trump la portée de symboles. Et donc, on a besoin, parce qu'il va faire le pire, de montrer que ce sont des choix légitimes. Il va abuser le pouvoir, et donc, comme il va abuser le pouvoir, il faut montrer que non, sa prise de pouvoir est légitime. Et donc, on a besoin de tout ça. On écoute Alina Abba. But you gotta own when you lose, and you gotta say, now we gotta get behind. This is America. You gotta stand behind President Trump. He won. That's what America wanted. And we as Americans stand behind Americans. When Obama won, we stood behind Obama. When, that is what we used to do.
We Mmh. used to do that, and the Mm, country stopped doing that at some mm. point. And I really want the country I grew up in. I don't want this country, and Donald Trump wants the country he grew up in. So, Ouais, je reviendrai jamais de l'ironie, mais en fait, ça fait partie de leur stratégie. C'est-à-dire que plus le mensonge est gros, plus, il est accepté de dire que c'est ce que toujours a fait le pays. Évidemment, ne pas parler tu as remarqué, hein, de pas parler de Biden Ouais, parce elle que s'arrête, elle s'arrête. Elle dit comme exemple, on s'est mis derrière Obama, et après elle dit, et on s'est mis, et après elle passe à autre chose parce qu'elle sait, ah non, quand même, ouais, non, on n'a rien fait en 2020 qui pourrait passer pour ça. C'est tellement ridicule. ouais, mais au-delà du ridicule, cela, démontre cette volonté, chez le camp MAGA, d'avoir ce vernis de légitimité, autour de Trump. Que c'est vraiment important parce que plus Trump va aller dans l'excès, plus il va, s'entourer, dans ce, manteau, «J'ai un mandat, c'est légitime, regardez, le président Joe Biden était là, m'a reçu à la Maison Blanche, était là lorsque j'ai prêté serment», et cetera, C'était et normal, cetera. ils avaient le sourire, on s'est serré la main. Ouais, ouais. Et pour le peuple américain, c'est super important en plus parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, pas tout le monde suit le jour à jour de tout ce qui se passe, mais ils verront ces images de Trump qui arrive à la Maison Blanche, Trump qui est reçu comme en président comme tous les autres, Trump qui serre la main à Kamala Harris et à Joe Biden avec le petit sourire et qui commence sa présidence dans cette image-là. C'est certain, tout le monde va le voir. Donc voilà, donc nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Biden ne le fera jamais. Biden est le candidat de la normalisation de la politique américaine. Et au cœur de cette volonté de normaliser la politique américaine se cache la raison, on va y revenir tout de suite après une petite pause, la raison de la victoire de Donald Trump en 2016 et surtout en 2024. À tout de suite. En fait, Donald Trump a gagné l'élection de 2024 le 20 janvier 2021. Déjà, lui, symboliquement, en refusant cette défaite, en refusant cette passation de pouvoir, hein, il n'y aura pas une image de lui validant, donnant la moindre légitimité à Biden. Et c'est quelque chose qui est venu handicaper complètement Biden pendant sa présidence dès le premier jour. Peut-être que même si Trump avait été là le 20 janvier 2021, résultat, beaucoup de républicains auraient commencé à ne plus parler de l'élection qui était volée, etc., etc. Donc la victoire de Trump de 2024, elle s'inscrit dans cette journée-là. Un, du côté du choix de Trump, de ne pas donner la moindre légitimité à Biden. Hein. Je vous rappelle, comme je viens de vous dire, le régime Biden, à la place de l'administration Biden, les mots sont importants. Et la deuxième chose, ce sont les choix, le choix que fait Joe Biden à ce moment-là. Le choix que fait Joe Biden à ce moment-là, il correspond à ce que les républicains, à ce que les démocrates croient à tort depuis 2016. 2016, vous vous en souvenez sûrement, parce que c'est une séquence dont on a reparlé plusieurs fois, le 25 juillet 2016, convention démocrate, c'est le discours de Michelle Obama
qui, justement, établit ce que va être la stratégie républicaine face à l'ouragan Trump. Démocrate. Face à l'ouragan Trump, c'est de dire when they When go they low, go low, we go we high. go high. Lorsque ils sont dans la bassesse, nous, on va au-dessus. On se met au-dessus de ça. C'est un argument qui va être tellement, tellement présent que lors du dernier débat présidentiel, lorsqu'il y a encore 15% d'indécis, lorsque Donald Trump va attaquer sans fin Hillary Clinton va citer Michelle Obama en disant je ne réponds pas aux attaques. Quand les républicains vont en dessous de la ceinture, nous, on s'élève au-dessus de ça. C'est la mentalité démocrate, c'est une erreur stratégique grave, c'est de penser que Donald Trump joue les mêmes règles que nous. Je vous avais expliqué lorsqu'il y avait eu le premier débat que la stratégie de Trump, ce n'est pas de venir participer à un débat qui pourrait être comme un jeu d'échecs, mais c'est de prendre l'échiquier, de le manger et de bouffer les pièces aussi. Donc Donald Trump ne joue pas avec les mêmes règles. Et la faute des démocrates en 2016, en 2020 et en 2024, ça a été de se dire, ben non, nous, on va jouer avec les règles habituelles. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 2016, on se dit que Donald Trump, c'est juste une aberration de l'histoire. C'est quelque chose qui va passer. Et qu'est-ce que veut dire Michelle Obama lorsqu'elle dit, elle dit sa fameuse phrase When they go low, we go high. C'est de se dire, OK, au bout d'un moment, le peuple américain va en avoir marre. Le peuple américain, qui est au-dessus de tout ça, va se rendre compte des excès de Donald Trump par lui-même et le peuple américain va corriger naturellement tout ça. C'est l'erreur stratégique de 2016, c'est que Hillary Clinton ne rentre pas dans ce débat-là. Et en 2020, lorsque Biden arrive à la Maison-Blanche en 2021, il a deux options devant lui. Il a deux options en termes de politique. Je sais, c'est une longue parenthèse, mais c'est important pour comprendre ça, parce que ça vous permet de comprendre 2024 et ça vous permet de comprendre les enjeux de ces 2 mois qui arrivent. Et donc, Biden, il a deux options. On va commencer par la deuxième, c'est celle qu'il a choisie. Et donc, c'est de se dire, OK, comme l'a fait en 2015 Hillary Clinton, comme l'a fait en 2015 Michelle Obama, on va continuer à traiter la présidence Trump comme une parenthèse de l'histoire, comme une aberration. On ne va pas voir que, en fait, Donald Trump incarne un mouvement. Gardez-le en tête par rapport à ce qui va se passer en France aussi ces prochaines années. Et donc, du côté de Biden, et je n'ai aucun doute à la fois sur la réussite du bilan de Biden, mais aussi sur le fait que Biden est profondément quelqu'un qui croit aux valeurs démocratiques et aux valeurs de l'Amérique. Donc, on se dit, parce qu'on est peut-être aussi un élu d'une autre génération, parce que le seul modèle que connaît Biden depuis des décennies, c'est celui de gouverner de manière bipartisane, donc le plus souvent possible au niveau du Sénat. Il se dit, ben voilà, on va faire comme si les années Trump n'existaient pas, que cette parenthèse est terminée. On ne va pas le poursuivre de manière agressive parce qu'on ne veut pas le transformer en martyr. Donc, on ne va pas demander à son ministre de la Justice de se dire, ben voilà, il y a eu une tentative de coup d'État, il y a eu des abus de corruption. C'est votre rôle de venir enquêter sur tout ça. On ne va pas le faire. On va laisser la justice suivre son cours. On va laisser du temps à Merrick Garland pour lancer des procédures en limitant dans un premier temps les moyens. Résultat,
Donald Trump va pouvoir échapper à la justice à cause de ce calendrier-là. Mais surtout, on va se dire, voilà, on va aller essayer de gouverner en trouvant des accords bipartisans. Pourquoi? Un, parce que c'est la norme. Deux, parce que c'est la chose à faire normalement. Trois, parce que c'est une parenthèse, Trump c'est terminé, on va revenir au modèle d'avant. Et quatre, parce que à chaque fois qu'on va trouver des accords avec des républicains qui sont prêts à travailler, on va affaiblir le mouvement MAGA. On va affaiblir le mouvement MAGA parce que on va se dire, ben voilà, on va mettre en avant des républicains qui ont au cœur de leur service l'idée de protéger et de servir les États-Unis. Et donc, c'est le choix de Joe Biden. Et ce choix, et évidemment, c'est facile de le dire maintenant avec le recul, ce choix va être une catastrophe. Par exemple, c'est de se dire, on pense que si on... attendez, je reprends ma note pour avoir le nom exact. Voilà. On se dit que si on arrive à bien gouverner du côté de Joe Biden, qu'on arrive à obtenir de bons résultats, si on fait des bons choix pour le bien de la plupart des Américains, on va créer du support politique. Ça a toujours été le cas. Hein, on revient à l'administration, à l'administration Obama, son deuxième mandat, pourquoi il est élu. On en revient aux années de Bill Clinton, mais aussi à des tas de présidences républicaines, où lorsque on améliore la vie des Américains, on crée du support politique, du soutien politique, et donc on est soit réélu, soit le vice-président de votre administration est réélu en 2024. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde les plans mis en place bipartisans, dont je vous expliquais pourquoi bipartisans, de la part de Joe Biden, lorsqu'on regarde ces plans qui sont à la fois le CHIPS Act ou son plan sur l'infrastructure, on se rend compte de quoi? Le CHIPS Act, c'est le plan depuis le New Deal de Roosevelt, le plus ambitieux vers les Américains, les blue collar, les ouvriers américains, avec un soutien sans précédent de l'administration Biden vers les syndicats pour assurer leur retraite, pour augmenter le minimum, le salaire minimum, pour avoir de meilleures conditions d'assurance santé. Le Bipartisan Infrastructure Act, c'est encore plus fou parce que l'idée, c'est de se dire, on va aller investir de l'argent, massivement, on va investir de l'argent dans des États républicains, dans des États rouges, parce que c'est eux qui sont déjà le plus en retard en termes d'infrastructure, mais parce que ça va permettre aussi, en 2024, de créer un mouvement où ces gens-là, qui vont voir que leur vie s'est améliorée, et dans les faits, leur vie s'est améliorée, hein, ils vont soutenir le candidat démocrate. C'est le choix, c'est le calcul de Biden lorsqu'il prend le pouvoir en 2021. Et c'est un échec. Parce que les États républicains, si dans les faits, ils ont des meilleurs salaires, ils ont profité de ces lois qui ont été d'ailleurs, qui n'ont jamais été, qui sont passées sans, la plupart du temps, l'accord de leurs élus républicains. S'ils ont profité de ces nouvelles infrastructures, si les ouvriers, les membres de syndicats n'ont jamais été aussi bien représentés et n'ont jamais reçu autant de soutien fédéral que sous Biden, au moment de voter, pour d'autres raisons que l'on évoquera dans d'autres émissions, ont finalement décidé de voter pour Donald Trump. Donc, ce qui veut dire que la stratégie de Biden en 2021, qui est donc cette stratégie de se dire je vais gouverner avec les républicains,
je ne vais pas transformer Donald Trump en martyr parce que de toute manière, sa chance est passée. Hein, les Américains ont vu, il y a des procès qui suivent leur cours qui vont démontrer que fraude, abus sexuels, etc., etc. Ça sert à rien que je demande à mon ministre de la Justice à aller encore plus dans cette direction-là. Cette stratégie-là est un échec et est à l'origine du retour de Donald Trump. L'autre option qui aurait changé l'histoire, c'était en 2021 que lorsque Joe Biden arrive au gouvernement, se dire que les 3 dernières années de Joe Biden sont les 4 dernières années de Donald Trump, qui ont cumulé avec le 6 janvier, sont un avertissement à la démocratie américaine. Que si on ne répond pas à cet avertissement, la démocratie américaine est en danger. On revient, on regarde l'histoire, on voit ce qui s'est passé avant la montée pendant les années de la montée du nazisme en Allemagne. Et donc, ça aurait été de la part de Joe Biden au premier jour, comme va le faire Donald Trump au premier jour, de demander que toutes les personnes responsables de cette tentative d'insurrection contre la démocratie américaine soient poursuivies immédiatement et condamnées devant la justice si reconnues coupables. C'est quelque chose que Biden n'a pas voulu faire parce qu'il a voulu ramener l'Amérique dans la normalité. Il savait très bien que cette décision aurait créé des divisions, mais cette décision aurait permis à Donald Trump d'être jugé. Dans le même esprit, en se disant de novembre, même avant ça, cette année 2020 au 6 janvier 2021, on a eu la démonstration que notre code électoral était fragile, qu'il y avait des dizaines et des dizaines de failles qui ont été exploitées par Donald Trump et ses alliés. Faisons du droit de vote, de la protection du droit de vote, la priorité gouvernementale pour empêcher que quelqu'un aussi dangereux que Donald Trump revienne au pouvoir par les urnes et y reste. Ça n'a pas été fait. Ça aurait été, par exemple, à ce moment-là, alors qu'une majorité des Américains le souhaitaient, ça aurait été de remettre sur le papier, comme cela a été fait dans les années 60, on a été très proche historiquement de ce changement-là, de revenir sur la question du collège électoral. Parce que les abus tentés par Trump en 2020 le sont possibles que et uniquement que parce qu'il y a le collège électoral. Ensuite, ça aurait été, par exemple, de poser la question de la Cour suprême, en sachant que la Cour suprême venait, dans les premiers mois de l'administration Biden, de revenir sur Roe v. Wade, et donc de lancer ce processus de l'expansion de la Cour suprême. Ça aurait été aussi de se dire, dans les 2 premières années de l'administration Biden, lorsqu'il avait le pouvoir à ce moment-là, de faire quelque chose que Trump aurait fait sans l'ombre d'un doute, c'était de donner le statut d'État au District of Columbia et à Porto Rico. Ça aurait fait 4 sénateurs de plus, 4 sénateurs démocrates qui auraient changé la face du Sénat. Ça n'a pas été fait. Ça aurait été aussi le moment pour l'administration Biden de se dire
Tout ça, ça ne peut que avancer si on s'attaque de manière agressive à cette oligarchie de milliardaires qui est en train de se dessiner aux États-Unis et qui, aujourd'hui, ont soutenu massivement Donald Trump. C'est-à-dire augmenter la taxation de ces milliardaires et empêcher justement ces créations de monopolies d'entreprises et surtout des entreprises qui, comme Starlink par exemple, ou SpaceX, se retrouvent quasiment en position monopolistique lors des distributions de marchés publics. Joe Biden a décidé que cela ne serait pas son choix. Je ne réécris pas la politique 4 ans après parce que ce discours, tous ces points que je viens de vous mettre en avant, étaient discutés avant l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. C'était des idées qui étaient discutées au sein des démocrates, au sein de certains médias, lors de cette période de transition que nous sommes en train de vivre, en se disant, voilà, il peut partir sur la deuxième option ou il peut partir sur la première option. Il est parti sur la deuxième option d'essayer d'avoir un gouvernement normal parce que c'est sa génération, parce que c'est son histoire et parce que de nombreuses personnes au sein du parti démocrate ont fait cette erreur stratégique de penser que Trump n'était pas un mouvement, mais Trump était une aberration. On fait cette erreur stratégique qu'on a entendue sur des tas de plateaux de penser que le 6 janvier, c'était la fin, alors que c'était juste le début. Et on ne pense pas qu'aux Proud Boys, mais cette volonté de remettre en cause, y compris par la force, une décision démocratique qui ne nous intéressait pas. Joe Biden, en 2021, en refusant de mesurer l'ampleur du risque démocratique que représentait Donald Trump, a permis pendant 4 ans à Donald Trump d'augmenter sa présence et à toucher de plus en plus d'électeurs pour finalement revenir au pouvoir. Et pourquoi cette longue introduction ? Parce que aujourd'hui, cette erreur doit être dans la tête de Joe Biden et des démocrates du Sénat pour agir, pour éviter le pire. Je vous raconte comment tout de suite. Voilà. Au-delà du choix symbolique d'être là ou de ne pas être là le 20 janvier, je voulais qu'on commence par ça, même si je vous expliquais pourquoi je crois que malheureusement Joe Biden n'ira pas dans cette direction-là. Il y a des choses concrètes, extrêmement concrètes, que peut faire Joe Biden de manière légale. On ne va même pas aller dans les décisions qui sortent de la légalité, mais qui vont permettre d'éviter le pire. La première chose, c'était le cas de notre dernière émission, donc je ne vais pas m'étendre dessus, c'est de permettre la publication du rapport de Jack Smith
sur le 6 janvier et sur les documents secrets de Mar-a-Lago. C'est la priorité des priorités à ce niveau-là, parce que sinon, si ce rapport n'est pas publié et n'est pas partagé au public avant le 20 janvier, on ne connaîtra jamais non seulement les actes illégaux commis par Donald Trump, mais également les intentions. Je vous rappelle que dans le cadre de Mar-a-Lago, où on a très peu d'informations du fait du travail de la juge Cannon qui a tout fait pour que ces informations ne soient jamais rendues publiques, on sait qu'il a écrit, Jack Smith a découvert pourquoi Donald Trump a pris ces documents-là et pourquoi il a tout fait pour ne pas les rendre aux archives nationales et puis après au FBI. Et la seule manière de savoir tout ça, c'est d'avoir ce rapport, parce que le rapport marquerait la fin de ce dossier-là, de ne surtout pas donner le dossier ouvert encore à Matt Gaetz, qui aurait le pouvoir, sur ordre de Trump, de détruire toutes les preuves contre Trump. Donc ça, c'est le premier point. Et 2, c'est de le rendre public avant, justement, que Donald Trump et son administration arrivent en place. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le money out. Le money out, c'est de s'assurer que les budgets qui ont été votés pour aider ou dans le cadre d'un programme qui a été mis en place par Biden, que cet argent ait quitté Washington. Et évidemment, on pense ici à l'Ukraine. Dans la réalité, au niveau de l'Ukraine, il y a un dernier package qui a été voté il y a quelques mois. Les 3/4 de cet argent-là, pour l'instant, n'ont pas été distribués. L'impérieuse mission maintenant de Joe Biden, c'est de s'assurer que cet argent-là quitte Washington avant que Donald Trump revienne au pouvoir. Il en a le temps, Joe Biden, il en a le pouvoir légal d'accélérer cette procédure pour que cet argent qui a été voté parte vers l'Ukraine avant que Trump arrive et décide par un executive order ou tout simplement en utilisant ses relais au Sénat et ailleurs, de faire retarder ce processus et en fin de compte, faire que l'Ukraine ne touche jamais cet argent pour se défendre contre la Russie. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Dans le même esprit de ce money out, il y a, dans le cadre de lois dont je vous parlais tout à l'heure, de projets d'infrastructure, des projets qui ont été validés. On en revient par exemple entre le TGV entre Los Angeles et Las Vegas, mais aussi la construction d'hôpitaux, la construction de routes, la construction de ponts, l'accès à Internet hors Starlink en milieu rural. Ce sont des textes qui ont été votés dont les attributions financières sont toujours bloquées pour des raisons administratives à Washington. C'est la mission de Joe Biden et de son administration de s'assurer que ces projets-là reçoivent cet argent public avant son départ et donc puissent continuer à exister au-delà de l'arrivée de Donald Trump et de cette oligarchie autour de lui qui sont évidemment fascinés par ces fonds-là. Donc, money out. La deuxième chose, c'est de mettre Donald Trump face à des situations compliquées.
La norme, dans la transition du pouvoir, c'est de mettre son successeur dans la meilleure des positions pour réussir. Cette meilleure position pour réussir, qui va souvent dans l'intérêt des États-Unis, ne tient pas en compte ce qu'un candidat devenu président comme Donald Trump compte faire. Je vais donner un exemple en politique extérieure, mais aussi évidemment au niveau de la politique intérieure. En politique extérieure, c'est la volonté de Donald Trump, par exemple, de se désengager au niveau de l'OTAN. Dans les 2 mois qui lui restent à la Maison-Blanche, parce que ça fait partie de son privilège en termes de executive branch, Joe Biden peut faire passer un certain nombre de textes qui engagent l'Amérique par rapport à l'OTAN. Et donc, pour Donald Trump, et vous allez voir, c'est quelque chose de constant dans ce que je vais vous raconter, lorsqu'il va prendre le pouvoir le 20 janvier, il aura 2 options, 3 options. Soit maintenir les nouveaux engagements des États-Unis par rapport à l'OTAN, et dans d'autres sujets intérieurs, on va en parler, soit lutter contre ces décisions-là, et donc souvent, ce sont des processus qui sont longs et compliqués, avec des processus d'appel, de cours d'appel qui peuvent aller jusqu'à la Cour suprême sur certains sujets. Je ne parle pas forcément ici de l'OTAN, mais c'est pour vous garder ça en tête. Soit de prendre des décisions symboliques fortes, comme des executive orders, pour rejeter ces points politiques. Et là, on rentre dans le calcul de l'avenir. L'avenir des États-Unis, mais l'avenir électoral. Si Joe Biden ne fait pas tout ça, et vous allez voir, je vais vous parler de la section F, par exemple, pour protéger les employés du service public américain, de l'administration américaine. Si, par exemple, comme l'avait fait Obama à sa sortie, Joe Biden ne protège pas, shield certains territoires naturels pour éviter des réserves naturelles aux États-Unis, pour éviter que ces réserves soient partagées entre les industries minières, pétrolières, etc., etc., Donald Trump pourra le faire, pourra donner ces réserves naturelles dans le plus grand des anonymats. Si Joe Biden, par exemple, décide que tel territoire est désormais protégé et interdit à la recherche, à l'exploitation pétrolière, Donald Trump pourra faire annuler cette décision en passant un executive order. Mais ça lui forcera publiquement à prendre des décisions qui pourront le hanter plus tard politiquement, en démontrant que, regardez, Donald Trump a pris des décisions concrètes pour faciliter la pollution de certains territoires. Donc, si Joe Biden veut mettre les démocrates dans une position plus favorable en 2026 puis en 2028, il doit forcer Donald Trump à prendre des décisions qui sont impopulaires. Il doit le forcer à le faire. Et sa seule manière, c'est aujourd'hui d'utiliser son pouvoir d'executive order pour dire, voilà, telle zone est protégée, telle classe d'employés est protégée. Et du coup,
de compliquer politiquement la vie à Donald Trump. On va faire une petite pause et puis on va parler justement de la section F. À tout de suite. Merci Guillaume pour ton soutien. Merci. Faut pousser Biden à engager la team Raymond pour la transition. Ouais, ouais, non. Autant je ne pense pas que Biden va boycotter le 20 janvier, autant j'ai l'espoir de penser que la plupart des choses que je suis en train de vous raconter maintenant, c'est quelque chose qui va être fait dans les dernières semaines. En tout cas, s'il ne fait rien de tout ça, c'est un échec pour lui de terminer sa présidence. Lui qui est extrêmement sensible apparemment sur la manière dont l'histoire se souviendra de sa présidence, s'il livre sans combat les États-Unis à Donald Trump, ça serait un échec qui viendrait entacher sa réputation. Donc je suis assez persuadé qu'il va faire des choses. Et justement, merci également à Marie. Merci. Ouais, merci, exactement. Il faut être encore plus présent aujourd'hui que hier, je suis d'accord avec toi. On va parler de cette fameuse section F. La section F, c'est quelque chose qui a obsédé Trump à la fin de son mandat en 2021, qu'il a essayé de modifier juste avant de partir, qui est le statut qui définit les droits et les protections des employés fédéraux. Donc l'idée de Donald Trump était de dire je modifie ce statut-là, ce qui me permet de renvoyer des centaines de milliers de fonctionnaires et de les remplacer par des gens qui me seront extrêmement fidèles. C'est quelque chose qu'il a mis en place juste avant de partir, que Biden a, par executive order, le premier jour de sa présidence, il est revenu sur l'ancienne formule. Et on sait que Trump veut revenir, ça fait partie du projet 2025, veut revenir sur les termes de la section F pour pouvoir renvoyer des centaines de milliers de personnes. Des centaines de milliers de personnes. La stratégie de Trump, elle est simple, ça a toujours été sa stratégie, c'est j'agis et après je gère les conséquences. Dans le sens où il sait que lorsqu'il va prendre cette décision de modifier la section F et de demander par exemple, à son nouveau ministre de la Justice, Matt Gaetz, de s'attaquer aux 100 000 employés du département de la justice et d'en virer la moitié, il sait qu'il va y avoir des poursuites judiciaires qui vont être entamées contre lui. Mais la stratégie de Trump, ça a toujours été on vire en premier et puis après on essaye de trouver un bon accord devant les tribunaux. Et donc il va faire ça. Tout le monde le sait. Il a annoncé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Biden, il y a la possibilité de lui compliquer la vie maintenant. La section F, où la plupart de ses employés sont syndiqués, il y a des contrats entre le gouvernement américain, la présidence des États-Unis, et ces syndicats qui définissent les conditions
contrat cadre, si vous voulez, les conditions d'emploi de ces personnes-là. C'est simplement un contrat. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Joe Biden a la possibilité de demander à son administration, pendant les 2 mois qui restent, de modifier ces conditions contractuelles avec les syndicats de la fonction publique pour protéger encore plus les employés, pour que cela soit encore plus difficile à Donald Trump de les virer. Est-ce que ça veut dire que ça va sauver ces employeurs-là? Non, parce que Donald Trump aura la décision, encore une fois, de faire un executive order pour s'en débarrasser, mais ça lui forcera à prendre publiquement une position politique qui sera reprochée aux républicains en 2026 et 2028. Donc Biden doit faire ça. Dans la même manière, il y a un concept que les républicains, on va le voir dans quelques secondes au niveau du Sénat, doivent incorporer, c'est le concept d'être préemptif. Les syndicats les syndicats de l'administration publique, sachant que Trump va mettre en place va remettre en place la section F pour les renvoyer, au lieu d'attendre ce moment-là, qui est la stratégie de Trump, je vire, on essaye de trouver un bon accord après, c'est d'anticiper et d'attaquer dès maintenant, de manière préemptive, la future administration Trump sur sa volonté de revenir, volonté prouvée, documentée de revenir sur la section F. C'est quelque chose que le droit américain autorise. Pourquoi? Parce que s'il y a un dépôt de plainte pour attaquer de manière préemptive l'administration Trump, pour que cette plainte ait du sens et pour que Trump doive se retrouver dans la position où, avant de virer qui qu'il soit, il soit obligé de passer par ces tribunaux pour savoir si c'est légitime ou pas, il faut que maintenant, le département de la justice de Merrick Garland approuve cette plainte préemptive. C'est la seule chose. Il suffit que Joe Biden, et c'est complètement légal, sans même tomber dans le SCOTUS, dans la décision de l'impunité présidentielle, il faut que Joe Biden demande à Merrick Garland d'approuver ce processus de plainte préemptive. Et si ce processus est approuvé, lorsque Donald Trump va arriver au pouvoir le 20 janvier, lorsqu'il va décider de revenir sur la section F, la réponse qu'on va lui donner, c'est impossible, il y a une plainte en cours, il faut d'abord aller au bout de cette plainte avant d'agir. On résiste. Encore une fois, on résiste. Cette notion de politique préemptive, et c'est ce que les démocrates semblent avoir oublié, et oui, ça me rend fou, elle se joue aussi au Sénat. Je vous rappelle que pour presque encore 2 mois, les démocrates ont la majorité au Sénat. Et avant que les démocrates retrouvent la majorité au Sénat, ça va prendre du temps. Donc évidemment, c'est trop tard pour augmenter le nombre de juges de la Cour suprême. C'est trop tard pour rajouter 2 États aux États-Unis et du coup 4 sénateurs. C'est trop tard. Mais le Sénat a un véritable pouvoir pendant tout ce mois de novembre et tout le mois de décembre. Il y a cette erreur de croire, parce que c'était la norme, de se dire oui, bon, il y a eu des élections en novembre, donc on attend simplement la fin de l'année. Non, le Sénat, et apparemment, face à l'urgence de la situation,
ils sont en train de le faire, a le pouvoir de nommer, d'accélérer, de nommer le plus rapidement possible des juges fédéraux au lieu de laisser à Donald Trump le pouvoir de le faire. Hein, vous le savez, c'était un des enjeux extrêmement importants, justement par rapport à cette idée de norme. Lorsque Obama a terminé avec sa deuxième présidence, au lieu, parce que c'était la norme, au lieu d'aller nommer des centaines de juges fédéraux qui défendent des valeurs pro-démocratiques, il a laissé, comme c'était la norme, le soin à son remplaçant, Donald Trump, à le faire. C'est comme ça qu'une juge, comme la juge Cannon, a pu être nommée par Donald Trump et des centaines d'autres. Et donc là, pendant 2 mois, la préoccupation majeure des sénateurs démocrates qui ont la majorité, doit être de nommer les juges. Et puis, il y a donc ce fameux concept de préemption. Qu'est-ce que les démocrates peuvent faire aujourd'hui de manière préventive qui aura une portée politique extrêmement importante? On le sait, on a commencé l'émission par ça, on en a parlé il y a 2 jours, que Donald Trump veut nommer dans son administration des personnes qui ne résisteraient pas soit à un background check du FBI, soit à une audition devant le Sénat. On le sait. Donald Trump a déjà annoncé des noms comme Tulsi Gabbard, RFK Jr., Gates. Et donc, rien n'empêche le Sénat de se dire, vous savez quoi? Dans les 2 mois qui arrivent, on va organiser de manière préemptive des débats sur ces personnalités-là. Le Sénat a ce pouvoir-là. Les démocrates ont le pouvoir pendant 2 mois de juger devant la caméra, devant des millions d'Américains, ces personnes que Donald Trump va mettre au pouvoir. Ça n'empêchera pas ces gens-là d'arriver au pouvoir. Mais pendant 2 mois, la corruption, la future corruption de ses membres sera partagée devant l'opinion américaine. Pour l'histoire, pour le futur électoral, mais aussi pour démontrer ce que Donald Trump est en train de faire. Donc ça, c'est ce que peut faire le Sénat pour éviter le pire pendant ces 2 ans. Et puis, il y a une nécessité absolue, on va en parler tout de suite après, une nécessité absolue de sauver celles et ceux qui ont osé s'élever contre Donald Trump. À tout de suite. Merci d'être, ça fait longtemps que je ne vous l'ai plus dit, je perds mes habitudes. Merci d'être aussi nombreux au rendez-vous. Thomas me disait que nous étions près de 4000. On a dépassé 4000, merci. On a dépassé 4000, ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner
et de cliquer sur la sonnette de notification. Tu as vu sans hésitation. Super. Je vais Donc, devoir le rebouger. cliquez sur la sonnette de notification, abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Merci à Olivier pour ton super chat, espérant que Biden ait ce courage cette fois. Oui, ça dépasse sa place dans l'histoire. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Merci en tout cas pour ton super chat. Vas-y Thomas. Oui, merci aussi à Isabelle qui est passée nous mettre des étoiles Dans les yeux. et des soleils aussi. Merci beaucoup pour ce soutien. Oui, je suis d'accord. J'ai vu dans le chat beaucoup en parler de cette responsabilité de Biden, comparé au fait que ça fait plusieurs années où il refuse même de parler de Trump, de dire son nom et tout ça. On va voir. Mais en fait, ça ne joue pas que du côté Biden non plus. Non, c'est certain. Sa dernière chance, on verra. Je vais vous faire écouter une vidéo, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus entendue, de Marjorie Taylor Greene, sur justement les sénateurs et comment on utilise désormais la peur pour obtenir ce que l'on veut, et ces gens-là ne sont pas encore au pouvoir. C'est ça le pire. Pour obtenir ce que l'on veut politiquement. On écoute Marjorie Taylor Greene. And what if Senate Republicans don't confirm him? Well, then they have to deal with Donald Trump, and they'll have to deal with Elon Musk and his great new PAC. So, and the American people, this is a mandate. Yeah, I wonder, do you have any concerns about he's a big vaccine skeptic of all vaccines, and fluoride in water and the like. Well, like I said, those things will come out and see where he stands. Donc on demande à Marjorie Taylor Greene c'est quoi son message aux sénateurs qui hésitent à valider des personnalités comme RFK Jr. ou comme Tulsi Gabbard ou comme Matt Gaetz. Et sa réponse est de dire dans ce cas-là, ils vont avoir affaire à Donald Trump. C'était le parrain, quoi. Exactement. Ou à Elon Musk qui vient de créer une super PAC. En gros, ça veut dire que Elon Musk a mis à disposition son argent pour dire que s'il y a une opposition, si vous vous opposez à la volonté de Donald Trump, je vais financer la campagne d'un opposant au moment des primaires. Donald Trump va venir le soutenir. Moi, je vais financer sa campagne pour vous détruire politiquement. Et là, on parle à des républicains. F around and find out. Si vous n'êtes pas derrière Trump, on vous le dit ouvertement, mais maintenant, c'est pas que Trump, mais on est entouré de gens et de machines qui sont là pour détruire les gens qui ne sont pas derrière Trump. Donc, allez-y. Et donc là, on parle simplement de menaces faites à des élus républicains. Et donc, en disant, voilà, il n'y a plus de possibilité de compromis. Parce que on dirige avec la peur. Cette vidéo, c'est juste une introduction à ce dernier point que Joe Biden peut actionner pour éviter le pire. On va écouter une autre vidéo très brève de Alina Habba, à nouveau, qui est interrogée sur Jack Smith, et je pense que ça va être la parfaite introduction sur ce dont je veux vous parler. Your message to Jack Smith. Bye. We're not done with him, because I'll tell you what now, what he did, $50 million of taxpayer dollars. When I say we, I mean the American people. You can't resign and hide from what you did. You cannot. And, for these people that are real tough guys, you're running real quick. And that tells me that we were right. We were right. Yeah. Every time someone said, I was wrong, she's so stupid, she doesn't know what she's talking about, and I'm screaming on the court. Donc, ce sont des menaces très claires contre Jack Smith en disant tu peux démissionner, mais tu ne peux pas te cacher. We are not done with him. On n'a pas terminé avec lui. Et c'est cette idée de retribution, chère à Trump, de vengeance. Et donc, Trump va se venger. Trump va se venger contre toutes ces personnes, sa fameuse enemy list. Vous vous rappelez que Kamala parlait de sa to-do list.
Donc, son enemy list va devenir vraiment une des priorités de ce ministère de la Justice qui sera dirigé en numéro 1 par Matt Gaetz, en numéro 2, en numéro 3 et en numéro 4 par des avocats de Donald Trump qui ont justement été confrontés à Jack Smith et à ses équipes. Lorsque, en 2020 et janvier 2021, lorsque Donald Trump s'est apprêté à quitter le pouvoir, Donald Trump a abusé légalement d'une de ses prérogatives les plus importantes en tant que président, qui est l'article 2 et la section 2 et la clause 3 si je me rappelle bien, de la définition du pouvoir présidentiel. Et cet article 2, section 2, clause 1, de la Constitution, c'est celle qui lui donne le pouvoir absolu, quasiment, avec une différence, c'est lorsque ce ne sont pas des crimes commis contre les États-Unis ou dans le cadre d'un impeachment, c'est de donner un pardon présidentiel à la personne qu'il veut. Et comme le démontre la jurisprudence, c'est pour ça que je vous l'ai mis, du cas de 1886 ex parte Garland, le fait que ce pardon présidentiel peut être donné avant même que le legal proceedings are taken, avant même que la procédure judiciaire ait commencé. Donc c'est ce qu'on appelle un pardon large ou un président a le droit d'assurer que dans un cadre fédéral, la personne qu'il pardonne ne soit jamais poursuivie devant les tribunaux. Et donc, en 2020, Donald Trump a multiplié, janvier 2021, a multiplié tous ces pardons présidentiels en disant la loi lui autorise. Donc, évidemment, moralement, c'était dénonçable et ça a été dénoncé. C'est de dire, c'est quand même terrible ce que vient de faire Donald Trump, c'est qu'il met la justice et la Constitution américaine à son service et en récompensant soit certains alliés politiques, soit en venant sortir de prison des personnes qui avaient contribué à coût de millions de dollars à sa campagne. Mais Donald Trump n'a fait que utiliser son droit, et c'était une rupture morale avec ce qui était fait. Joe Biden a l'obligation morale, parce qu'on parle de moralité, de faire exactement la même chose dans les semaines qui arrivent, et d'aller protéger des centaines de personnes qui se sont élevées publiquement contre Donald Trump. Je pense ici évidemment à Jack Smith et son équipe. Je pense ici à des personnalités publiques comme un George Conway, par exemple. Je pense ici à des personnalités publiques qui l'ont attaqué devant les tribunaux, comme E. Jean Carroll. Je pense ici aussi à ces républicains et ces démocrates qui ont osé présider un comité d'enquête sur le 6 janvier. Donc évidemment, je pense ici à Liz Cheney. Je pense ici à ces jeunes filles courageuses comme Cassidy Hutchinson qui ont eu le courage de venir briser l'omerta et de venir témoigner contre Donald Trump et de venir soutenir Kamala Harris
pendant la campagne, ces gens-là, je pense ici au General Milley, je pense ici au General Kelly, ces gens-là ont gagné leur pardon présidentiel. Alors évidemment, vous allez dire un pardon présidentiel, pourquoi? L'avantage dans la formulation, on le voit, c'est qu'il n'y a même pas besoin de définir la faute, surtout quand il n'y a pas de faute. Lorsqu'on est Liz Cheney, par exemple, ou Adam Kinzinger, autre républicain qui s'est élevé contre Donald Trump, on peut se dire que légalement, on n'a rien fait qui mérite ou qui justifie une plainte. Forcément, ils ont raison. Mais ce n'est pas ce qui va empêcher Donald Trump, utilisant Matt Gaetz, utilisant Todd Blanche, utilisant Emil Bovey, de lancer des plaintes. Il y a une expression en justice américaine qui dit que you can beat the rap, but you can't beat the ride. The rap, donc tu peux battre les accusations, tu peux gagner contre les accusations qui sont faites contre toi, mais tu ne peux pas gagner contre ce processus qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, qui moralement est extrêmement difficile, qui coûte des millions de dollars pour pouvoir te défendre. Et c'est exactement ce que va faire Trump. Même si à la fin, il n'y a aucune manière de faire tomber Liz Cheney, Cassidy Hutchinson, il va les faire souffrir. Il veut les faire souffrir. Il doit les faire souffrir. Et la seule manière d'empêcher ça, c'est que dans les semaines qui arrivent, Joe Biden, pour leur préserver du pire, vienne les protéger. Évidemment, je ne serais pas étonné, comme tout à l'heure, on parlait d'États républicains qui vont acheter la Bible Trump, que certains États pro-Trump, comme le Texas, parce que ça n'a pas été la première fois, lorsque au niveau fédéral, Trump va être empêché d'essayer de trouver des failles au niveau des lois de l'État pour se retourner contre ces personnes. Mais c'est beaucoup plus compliqué. La priorité, comme Gerald Ford d'ailleurs l'avait fait avec Nixon, c'est le modèle. Ça paraît fou de se dire ça aujourd'hui, que si on tient à la démocratie, Joe Biden doit regarder du côté de cette proclamation, la proclamation 4311 de Gerald Ford, donc du mois de septembre 1974, et on va regarder la dernière ligne comme elle a été écrite. C'est le modèle que Joe Biden doit suivre, il n'y en a pas d'autre. C'est de dire que, donc, moi, Gerald Ford, président, donc moi, Joe Biden, président des États-Unis, utilisant le pouvoir de pardon, de grâce présidentielle qui m'est conféré par rapport à l'article 2 de la section 2 de la Constitution, que j'ordonne mon complet, full, free and absolute pardon, mon pardon absolu pour Liz Cheney, Adam Kinzinger, Cassidy Hutchinson, Stormy Daniels, n'importe quelle autre victime que Trump voudra viser pour tout ce qu'ils auraient pu faire contre les États-Unis, as or may have. Donc, ce qui est vraiment important, c'est le côté de dire qu'ils auraient pu commettre ou ils ont commis. Il n'y a même plus besoin de mettre date. Ce document-là, pour éviter le pire, ça doit être la priorité de Joe Biden. Il doit
comme Trump l'a fait en 2020, 2021, il doit abuser légalement, même si c'est une rupture avec la norme, cette norme qui a été tellement chère à Joe Biden qu'il a sous-estimé le risque Trump en faisant le pari sur le temps qui passe et le pari sur le bon sens des Américains. Biden, dans les 2 derniers mois qui lui restent, ne peut pas commettre cette même erreur. Il ne peut pas, il ne doit pas, et je vais être optimiste, il ne va pas commettre cette erreur et va tout faire, en tout cas je le souhaite ardemment, pour éviter le pire.